Il fallait évidemment qu'on prenne le temps de revenir sur ce mécano industriel en construction, feuilleton qui risque de nous occuper pendant pas mal de jours et de semaines, voire de mois, bataille boursière homérique potentielle, sauf retournement de tendance, donc entre Suez et Veolia. Bonjour Philippe. Bonjour David. C'est un sujet que vous connaissez bien, hein. Philippe Escande, vous le suivez, vous le chroniquez. Oui, bon. on va dire depuis longtemps. Voilà, éditorialiste au Monde. Et là, on se dit, voilà, la question de fond, c'est est-ce que vraiment il faut marier Suez à Veolia? Est-ce que c'est une bonne idée, ce mariage? Bataille de titans, ça a commencé dimanche dernier. Quand l'info tombe, on voit le texto arriver, il est 20h et quelques, on est surpris quand même. Même si je sais que les équipes dirigeantes, ou présentes ou passées, y ont toujours pensé, ils pensaient souvent ne le dire jamais, oui, hein, ce mariage entre... En fait, c'est un peu l'Arlésienne. Hein. C'est deux entreprises qui ont été créées au XIXe siècle, au moment où Napoléon III a inventé les concessions. Hein. Concession d'eau, c'est une idée qu'il est allé chercher en Angleterre. Donc, c'est des entreprises qui ont grandi de façon parallèle pendant plus d'un siècle, évidemment. Parallèle et frontale, quand même. Parallèle et frontale, évidemment, puisque c'est devenu une forme de duopole qui a régné. Ce qui est rare d'ailleurs dans une industrie d'avoir deux acteurs français, numéro 1 et numéro 2 mondiaux, même si le marché est très éclaté, très atomisé. Oui, parce que le système qui a été inventé, c'est pour ça que l'histoire est importante, parce que le système qui a été inventé au XIXe siècle, eh bien, en fait, il est assez typique de cette forme d'économie mixte qui a été... qui a émergé à ce moment-là, et les Français ont toujours été en pointe dans ce domaine, alors que même dans des pays très libéraux, comme aux États-Unis par exemple, les municipalités ont toujours été réticentes à confier la gestion de l'eau ou des déchets à des entreprises privées. Et donc cette espèce de duopole qui mêle assez étroitement finalement la puissance publique ou les collectivités locales et des acteurs privés, c'est un peu une marque assez française. Alors, après, voilà, l'histoire, encore une fois, ça, toujours se rappeler de l'histoire, et l'histoire aujourd'hui, elle n'est pas banale. Encore une fois, ça va nous occuper un petit moment, mais on a le numéro 1 mondial, Veolia numéro 2 mondial, on rappelle Suez, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que voilà, c'est quand même le feuilleton. Donc, deux groupes historiquement rivaux. Il y a Engie au milieu, qui a donc des parts, qui a 32% dans Suez. Il y a l'État qui est dans la coulisse. Il y a tous les ingrédients pour que ce soit quelque chose qui nous occupe chaque jour. Et encore une fois, on va expliquer. Ce matin, c'est Jean-Pierre Clamadieu, patron d'Engie, qui réagit en disant « le compte n'y est pas et on y vient après ». Mais voilà, il y a tous les ingrédients qui sont réunis. Hein. Il y a tous les ingrédients et il y a à la fois des ingrédients très business traditionnels, c'est-à-dire Veolia veut manger Suez. J'aurais dû le dire, c'est comme ça. Le fond du truc, c'est Veolia veut manger Suez. Veolia veut manger Suez. Il y a 10 ans, c'était Suez qui voulait manger Veolia, mais Suez étant plus petit, il était à une époque assez rentable et donc ça pouvait justifier, mais c'est vrai que c'est assez logique et donc c'est une histoire qui revient. Donc il y a l'intérêt purement industriel, en fait, pour Veolia, c'est d'acquérir tout le business de Suez dans des parties du monde où il est peu ou pas présent, notamment en Amérique latine et dans d'autres endroits. Pour qu'il y ait complémentarité géographique dans le business. Qui lui permettra de couvrir les 5 continents et d'avoir une puissance assez écrasante quand même, y compris par rapport à tous les autres acteurs du monde, y compris chinois et autres. Donc il y a cet aspect, et puis là-dedans, il y a un tout petit truc qui aujourd'hui ne pèse plus que moins de 10% de leur business, qui est l'eau en France. Ah bah, l'eau, ouais. Sauf que c'est pas rien. L'eau en France. Alors il y a les déchets, mais c'est une problématique un petit peu différente. Mais l'eau en France, c'est quelque chose d'important parce que politiquement, c'est important. Les grandes villes passent leur temps à confier en concession l'eau à Veolia ou à Suez, et puis de temps en temps à les récupérer, à municipaliser. Hein. On se souvient que Paris, par exemple, a fait ça il y a quelques temps, et à faire baisser les prix, etc. Donc il y a tout un jeu. Et évidemment, par le biais des collectivités locales, il y a l'État qui suit ça. C'est un sujet qui devient très politique. On se souvient qu'il y a une vingtaine d'années, il y a quand même des gens qui sont allés en prison pour corruption entre les élus et certains acteurs, notamment de la Lyonnaise ou de la Générale des Eaux à l'époque. Donc c'est un sujet
qui est sensible pour sa toute petite partie finalement sur le plan strictement Oui, mais c'est l'eau et industriel. c'est en France. Mais c'est voilà, c'est stratégique parce que c'est politique. C'est donc ce qui donne le sel à ce dossier. Ouais, de l'eau salée. Si on doit résumer tout ce qui s'est passé, on a compris, pardon, pour ceux et ceux qui n'ont pas tout suivi, ça arrive même si ça fait les choux gras de la presse tous les jours maintenant. Suez, donc Veolia qui a dit, voilà, dimanche dernier, je veux racheter 29,9% Voilà, il des s'arrête juste parts au de seuil Suez de l'OPA. KNJ. Voilà, c'est ça. Clamadieu dit ce matin, patron d'Engie, je l'ai appris dimanche matin, qu'il allait y avoir une offre. On a compris que pour les équipes de Suez, c'est particulièrement hostile, c'est ce que dit Bertrand Camus, patron de Suez. Ouais, ouais. Et là, ce matin, on a Clamadieu qui dit, patron d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, le compte n'y est pas. On a compris qu'il veut mieux valoriser sa participation et c'est normal. Et il a envie que les équipes se parlent. Parce que si c'est présenté de manière pseudo-amicale, je pose la question par Veolia en disant mais il faut qu'on se rende compte, c'est ce qu'il dit Antoine Frérot, côté Suez, on comprend que c'est hostile. Hein. Oui, tout à fait. C'est hostile parce que culturellement, c'est les deux concurrents, mais dans le monde entier. Très souvent, quand il y a des appels d'offres, y compris à Kuala Lumpur ou je ne sais où, eh bien, se retrouvent en finale. Veolia et Suez. Veolia et Suez. Donc ces gens-là sont... Et donc c'est normal que Suez, qui est une entreprise qui a des résultats dont elle n'a pas à rougir, et qui sont assez proches de ceux de Veolia, donc ce n'est pas une entreprise moribonde, et c'est normal qu'elle reste de cette façon-là. Alors Jean-Pierre Clamadieu, lui, il est un petit peu au centre du jeu. Pacificateur. C'est l'arbitre des élégances. Hein, c'est-à-dire que c'est lui qui détient la clé. C'est lui qui détient la clé. En même temps, il a deux préoccupations. L'une, c'est de valoriser au mieux sa participation, donc de faire monter les prix. Il a dit c'est pas suffisant, là c'est 2,9 milliards, donc probablement, voilà, le compte n'y est pas, il faudra que ça aille au-delà de 3, etc. Et puis une autre préoccupation, évidemment, c'est que son principal actionnaire à lui, Engie, c'est l'État. Et donc l'État, Jean Castex, on en a parlé hier, le Premier ministre qui dit... Alors la phrase, il faudrait que je retrouve, il a dit que c'était, opération qui fait sens. Voilà, il dit ça fait sens. Voilà. Et donc il a à la fois cette préoccupation purement stratégique et financière, et puis il a cette préoccupation politique, Engie. Il y a un adoubement de la part du gouvernement. Une opération qui fait sens, on comprend que... Oui, c'est bien, tout à fait, mais il y a ces deux aspects. Donc à la fois, il faut qu'il fasse monter le prix, mais ça on n'y coupera pas, mais ensuite... au vu de la réaction épidermique de Suez, qui était tout à fait prévisible, lui, parce que c'est aussi, encore une fois, ça se passe bien. Et on est dans le capitalisme à la française, un peu feutré. On n'est pas du tout dans ArcelorMittal, par exemple, pour les anciens qui se souviennent de l'assaut sur le numéro 1 européen de l'acier. Bon, là, on est entre Français. Il faut que ça se passe plutôt bien, entre gens corrects. En plus, Antoine Frérot, il a construit l'image de quelqu'un qui est très sensible aux parties prenantes, à l'intérêt à la fois de ses clients, de ses salariés, etc. Il ne peut pas se permettre non plus d'avoir une attitude sauvage. Ce n'est pas Vincent Bolloré, quoi. C'est Antoine Frérot. Donc, il va falloir, et c'est le message qu'a transmis finalement Jean-Pierre Clamadieu, il va falloir arrondir les angles, il va falloir trouver un terrain d'accord, si c'est possible, entre les deux entreprises. Et c'est compatible pour Jean-Pierre Clamadieu, pour Engie, à la fois de trouver un terrain d'entente et de valoriser en même temps sa participation? Pour Engie, oui. Enfin, en tout cas, c'est ce dont parce qu'une fois que Engie a vendu son truc, après, il passe à autre chose. Hein. Oui, et c'est là que tout commence pour Veolia, qui veut lancer derrière une OPA, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors ce n'est que le début de l'histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce dont on discute, c'est juste la cession de ce bloc d'Engie. Ouais. Donc Engie en attend un bon prix. Il veut en même temps que ça ne se fasse pas. Il a eu déjà assez de difficultés avec son changement de directrice générale, etc. Donc il ne veut pas en remettre. L'État surveille, il veut que ça se passe bien entre gens raisonnables. Donc ça passera bien entre gens raisonnables. Ensuite, et là, on n'en parle pas maintenant, mais on en parlera après, pour Veolia, le plus dur va commencer. Il va falloir lancer une OPA sur le reste des titres, c'est ce qu'il a annoncé. Ça va lui coûter près de 10 milliards, mais s'il rallonge la facture sur la partie d'Engie, il va la rallonger aussi sur son OPA, ça lui coûtera plus de 10 milliards. Il a déjà 10 milliards de dettes, donc financièrement, ça va être assez risqué. Et ensuite,
il y a un deuxième pari qui est juridique, un deuxième obstacle qui serait juridique, c'est qu'il va falloir qu'ils prennent ces gros ciseaux et qu'ils découpent Suez, puisque évidemment, ni l'État, ni personne, ni évidemment les autorités de la concurrence ne veulent qu'il y ait qu'un seul très gros acteur, 60% du marché, en France. C'est là où Antoine Frérot a dit, pour la partie eau, ça sera vendu à un fonds d'investissement. Voilà, ça sera vendu à un fonds d'investissement, bien sûr, français, labellisé Made in France, avec un ancien de la Caisse des dépôts, enfin, tout ce qu'il faut. C'est là où Suez dit… Mais fonds d'investissement, et puis une petite entreprise qui fera peut-être 2 milliards de chiffre d'affaires et qui sera cantonnée à la France. Est-ce que c'est viable à long terme face à un énorme Veolia qui fera 45 milliards de chiffre d'affaires? Donc il y a cet aspect aussi qui est les critiques qu'on va lui faire sur la cession de cette part dans l'eau. Et puis il y a un aspect alors plus stratégique qui est commun à toutes les fusions dans le monde, c'est que la première conséquence d'une fusion, c'est que ça distrait le management et la direction pendant plusieurs trimestres, 1 an, 2 ans, et parfois pour toute la vie. C'est-à-dire que on dit souvent qu'il y a la moitié des fusions qui sont des échecs, et des échecs en termes de création de valeur. 1 plus 1 fait moins de 2. Voilà, souvent 1 plus 1 fait 1,5, ce qui n'est quand même pas extraordinaire, et dans les meilleurs des cas d'ailleurs. Et donc il y a aussi ce risque, c'est que Veolia, qui est une entreprise qui a été bien redressée par Antoine Frérot, qui l'a unifié, désendetté, etc., mais qui reste quand même relativement fragile, le risque que tout ça n'aboutisse à faire grossir des concurrents qui, eux, sont en train de monter en puissance. 2 questions en une, on pourrait rester des heures sur ce dossier, qui est tentaculaire. Hein. C'est à la fois qui détient les clés de cette affaire et quelles sont les armes de Suez pour se défendre et pour espérer conserver son indépendance. Parce que Frérot et Clamadieu, ils veulent que ça discute, donc Suez discute. Pour l'instant, chez Suez, on a compris que la discussion n'est pas à l'ordre du jour. Hein. Oui. Je pense que parce qu'encore une fois, et troisième question, mais c'est lié, dans cette guerre de communication que se livrent Veolia et Suez, l'un il dit c'est amical, l'autre dit c'est hostile, on comprend que tout ça est hostile, non? Tout ça est hostile, oui, bien sûr. Antoine Frérot, il est arrivé, il avait déjà son plan tout prêt. Hein. Il n'a pas dit on va discuter. C'est ce qu'a pointé Clamadieu ce matin. C'est ce qu'a pointé Clamadieu ce matin, avec raison. Mais Antoine Frérot… C'est pas j'ai un plan, on discute, etc. C'est voilà, j'ai un plan, tac. Mais Antoine Frérot, il n'est pas né de la dernière pluie. Il sait que pour qu'une fusion, déjà c'est compliqué ce qu'on disait, pour qu'une fusion réussisse, il faut qu'elle soit rapide. Donc il faut aller très vite. Et en même temps, c'est quand même un vieux matou lui aussi, il sait très bien qu'on est en France, entre boîtes françaises de qualité, et qui donc il faut que les choses se fassent dans les formes. Donc lui aussi, il détient la clé du succès, parce qu'il va falloir qu'il trouve une solution pour que… pour le top management de Suez. Peut-être pour le top management de Suez, donc à la fois en termes financiers, mais aussi en termes stratégiques. Et puis, c'est pas gagné non plus. Hein, on va pas… Oui, parce que dans le storytelling qu'on a, qui est joué évidemment par Veolia, c'est de dire… c'est comme si l'affaire était pliée. Oui, est-ce que Suez peut encore conserver son indépendance? Est-ce que Suez peut contre-attaquer? Suez, c'est une grande entreprise qui fait 18 milliards de chiffre d'affaires, qui est sur tous les continents. Ils ont la surface de continuer à vivre tout seuls. Donc, ça n'est pas un enjeu de survie pour eux. Alors, sur quoi peuvent-ils s'appuyer, hein? Ils peuvent s'appuyer sur, justement, leur participation dans l'eau en France, en disant, si on nous, entre guillemets, démantèle, c'est-à-dire que si on enlève l'eau en France, qui en fait, en réalité, représentent très peu de leur chiffre d'affaires et encore moins de leurs bénéfices, mais a politiquement un poids très important. Et là, ils peuvent s'appuyer notamment sur les collectivités, les maires. Leur meilleur allié, ce serait donc les collectivités. En disant, mais vous vous rendez compte, si on découpe Suez en sortant la partie eau-France, ça va faire une petite entreprise eau-France qui sera sans moyens pour investir au moment où l'eau redevient un petit peu un sujet stratégique avec les histoires de pollution par les plastiques, par les médicaments, etc. Et donc de dire cette entreprise sera trop petite, en plus un fonds d'investissement, vous n'y pensez pas, les financiers ils vont vouloir de la rentabilité des capitaux, ils sont là pour ça, et donc ça va être difficile. Et ça, c'est un discours qui, évidemment, pour l'instant, il est balbutiant, il commence à se former, mais qui va avoir de l'influence et qui peut avoir une influence politique. Et quand on rentre dans la sphère politique, eh bien,
les affaires deviennent moins rationnelles qu'elles n'ont l'air au début. Bon, donc moins évidentes donc aussi. l'histoire n'est pas écrite. Ah non. Et que tout reste open. Et quand on finit là-dessus, on est sur Boursorama, quand on voit la bourse, la réaction de la bourse, c'est les 3 titres qui montent. Donc on se dit que la bourse, elle applaudit quelque part le Oui, plan oui. de Alors, Veolia. la bourse, elle Qui a le droit de se tromper. elle a hein. plutôt une bonne opinion de Suez, mais elle a plutôt une assez bonne opinion de cette fusion et de sa valorisation. Elle n'a pas fait monter les titres extraordinairement, donc il ne parie pas sur une surenchère folle. Mais tout ça, ça va leur plaire parce que ça va quand même aboutir normalement à faire grimper la valorisation de Suez. Bon, voilà, on en reparlera. On a réussi à faire quasiment 20 minutes là-dessus, mais on aurait pu en faire plus. hein. Bon, merci en tout cas, merci beaucoup. Point de vue explication. Décryptage signé donc Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Merci David.